Google a peut-être résolu l'un des problèmes majeurs de l'informatique quantique en permettant à la machine d'apprendre de ses erreurs en temps réel. Pour être clair, la puce Willow de Google ne peut pas réparer physiquement un fil cassé ou reconstruire un qubit endommagé, mais ce qu'elle permet est sans doute encore plus important. Le système peut désormais remarquer lorsque ses paramètres de contrôle dérivent, identifier quel réglage pose problème et se réajuster sans interrompre le calcul. C'est plus important qu'on ne le pense, et pour comprendre, il faut examiner l'un des grands problèmes de l'informatique quantique, probablement différent de ce à quoi vous pensez. Tout le monde sait que les qubits sont fragiles, c'est ce que tout le monde répète. Mais le problème plus profond, c'est qu'un ordinateur quantique est une machine analogique. Votre ordinateur portable est numérique, tout est 1 ou 0, et le bruit électrique est simplement ignoré, comme s'il n'avait jamais existé. Un processeur quantique n'a pas cette chance. Les qubits sont contrôlés par des signaux micro-ondes physiques, et chacun de ces signaux a une fréquence, une amplitude, une phase, et tous ces paramètres doivent être réglés avec une précision absurde. Pas à peu près, exactement. Voici le problème, ces chiffres ne sont pas stables. Le matériel dérive, la température dans l'électronique de contrôle varie légèrement, les défauts de matériaux près de la puce se déplacent. Les qubits changent de comportement avec le temps. Un ensemble de paramètres de contrôle parfait il y a une heure est désormais incorrect, et chaque porte exécutée avec ses valeurs obsolètes ajoute des erreurs à votre calcul. Imaginez un orchestre où les violons se désaccordent régulièrement. La musique s'interrompt non à cause des musiciens, mais car il faut sans cesse réaccorder les instruments. C'est, en ce moment, la réalité opérationnelle concrète de l'utilisation d'un ordinateur quantique. Et la façon dont le domaine a géré cela jusqu'à présent est d'une simplicité brutale. On arrête le calcul. Vous arrêtez tout, vous lancez vos routines de calibration, vous réaccordez tout, puis vous recommencez. Cela va quand l'expérience dure quelques secondes, mais c'est catastrophique sinon. Car les algorithmes pour lesquels on souhaite vraiment des ordinateurs quantiques, comme simuler des réactions chimiques ou casser le chiffrement RSA, ne sont pas des tâches de quelques secondes. Les estimations les situent à des jours, parfois des mois, de fonctionnement continu. Vous ne pouvez pas arrêter un calcul qui dure un mois à chaque fois que votre matériel a un problème. La séparation stricte entre calibration et calcul, qui sont deux modes exclusifs, constitue un obstacle majeur à toute avancée utile. Comment accorder les instruments pendant que la musique joue ? Maintenant, avant la réponse, il y a un mécanisme que vous devez connaître, car toute l'astuce en dépend. Correction d'erreurs quantiques. Le problème principal pour corriger les erreurs sur un ordinateur quantique, c'est que regarder un qubit le détruit. Le mesurer fait s'effondrer la superposition, donc on ne peut pas simplement jeter un œil pour vérifier si tout va bien. C'est la vérification elle-même qui provoque le dommage. La solution, c'est la redondance. On prend tout un tas de qubits physiques et on les tisse ensemble pour former un qubit logique beaucoup plus robuste. On réalise ensuite des vérifications de parité sans jamais toucher à l'information elle-même. Ces vérifications vous donnent une sortie binaire, erreur ou pas d'erreur. C'est comme ça qu'on prend un bruit analogique désordonné et qu'on le transforme en quelque chose de numérique sur lequel on peut réellement raisonner. Le problème est que ces signaux sont vagues. Un événement de détection vous indique qu'une erreur s'est produite quelque part dans une région délimitée de l'espace et du temps de votre circuit, sans vous dire où. Vous entendez une fausse note sans savoir quel musicien l'a jouée. Les décodeurs servent à cela. Google utilise AlphaQubit, un décodeur neuronal entraîné sur des données matérielles réelles, et Tesseract, un décodeur algorithmique cherchant le schéma d'erreur le plus probable. Vous fournissez les événements de détection, ils déduisent ce qui a mal tourné et vous renvoient à la correction. Si les erreurs restent rares, l'information logique survit. Mais remarquez ce qui manque. Le décodeur vous dit quoi corriger. Il ne vous dit jamais pourquoi cela s'est produit. Cet écart résume l'histoire ici. Certaines erreurs sont inévitables. La décohérence, c'est la fuite du système quantique dans son environnement et due à la physique fondamentale. C'est le même processus qui explique pourquoi le monde nous paraît classique tout court. On ne peut pas éliminer ça par l'ingénierie. Cependant, la plupart des erreurs restantes viennent simplement d'une mauvaise calibration. Des paramètres de contrôle qui ont dérivé, des signaux décalés, tout cela est à notre portée de correction, et chacun apparaît dans les données de détection comme un symptôme ignoré. Puisque nous parlons de l'utilisation de l'IA par les entreprises, voici quelque chose d'utile. La plupart d'entre vous ont voté pour 7 agents IA pour lesquels les entreprises paient actuellement entre 3 000 et 10 000 dollars dans le sondage d'hier. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement.
Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Nous vous l'offrons gratuitement. Il détaille exactement les agents que les entreprises achètent, leurs coûts, qui en a besoin et comment repérer les bons clients. Il évoque aussi les frais d'installation, les honoraires, le retour sur investissement et une liste réaliste de clients à 10 000 $ par mois, sans coder. Vous pouvez l'obtenir via le lien dans la description de la vidéo. Très bien, revenons maintenant à Anthropic. Très bien, revenons à la vidéo. Traditionnellement, pour traiter l'étalonnage, on s'en remettait à la physique et à des décennies de recherche. Vous créez un modèle précis, isolez les paramètres pour éviter les interférences et concevez des expériences ciblant quelques paramètres à la fois. Vous voulez étalonner la fréquence d'une impulsion micro-ondes, spectroscopie, vous voulez l'amplitude, oscillation de Rabi. Google a finalement formalisé tout cela dans un cadre automatisé qui parcourt un graphe orienté acyclique, encodant le bon ordre pour tout calibrer, distillé à partir de décennies de recherche sur le contrôle quantique. Ça fonctionne et leur a permis d'atteindre quelques centaines de qubits. Mais les modèles faits à la main ont des limites. Ce schéma récurrent ne concerne pas que le quantique. La vision par ordinateur était initialement limitée par des règles géométriques strictes. La robotique lutte toujours avec des équations cinématiques qui échouent dès que la friction réelle et la dynamique des contacts interviennent. Le repliement des protéines semblait insoluble pour la modélisation physique, jusqu'à ce qu'AlphaFold l'apprenne à partir des données. Ces percées se sont toutes produites de la même façon, le contrôle quantique étant à cette limite. À mesure que les puces s'améliorent, les erreurs qui subsistent sont les plus étranges, exotiques, des canaux à faible probabilité qui proviennent des hypothèses de simplification intégrées dans votre modèle, ou de la physique des dispositifs que personne n'a encore caractérisés. Votre modèle ne peut corriger ce qu'il ignore. Cela nous conduit à l'idée principale, assez élégante, pour qu'il soit frustrant que personne ne l'ait mise en œuvre plus tôt. Le processus de correction d'erreurs quantiques génère déjà en permanence un flux continu d'événements de détection d'erreurs. Ces données sont déjà utilisées pour le décodage, alors Google leur a donné un second rôle. Les mêmes données ont deux rôles. Elles vont au décodeur pour corriger l'état logique et servent aussi de signal d'entraînement à un agent d'apprentissage par renforcement. L'agent observe quel détecteur s'allume, applique délibérément de petites perturbations sur tous les paramètres de contrôle en même temps et apprend à corréler des ajustements spécifiques avec des changements précis de performance. Cause et effet, séparés du bruit, en continu, pendant que le calcul s'exécute. Un vrai obstacle technique subsiste. Le taux d'erreur logique vous intéresse, mais vous ne pouvez pas l'optimiser directement. Il est diminué exponentiellement avec la taille du code, ce qui signifie que le mesurer avec précision nécessite un nombre exponentiellement énorme de cycles. C'est un seul scalaire, et vous essayez de piloter des milliers de paramètres avec lui. Lors d'un vrai calcul, l'état logique est inconnu, donc impossible à calculer. Alors ils optimisent un indicateur de substitution à la place, le taux moyen d'événements de détection d'erreurs sur l'ensemble des détecteurs du circuit. C'est facile à mesurer, c'est local, et ça suit suffisamment bien ce qui vous intéresse pour que les calculs fonctionnent. Les gradients s'alignent avec un facteur de proportionnalité clair lié à la distance du code, et ils sont allés le confirmer expérimentalement. L'avancée majeure, c'est la parcimonie. Chaque détecteur ne surveille que les portes proches dans sa zone du circuit. Donc, au lieu d'un problème d'optimisation impossible à 1000 dimensions, vous obtenez un vaste graphe composé de milliers de petits problèmes, pour la plupart indépendants. Sur leur code de surface de distance 5, chaque détecteur est relié à environ 302 paramètres, et chaque paramètre concerne à peu près 18 détecteurs.
Cette structure explique pourquoi tout cela passe à l'échelle. En coulisses, il s'agit d'une méthode de gradient de politique. L'agent échantillonne des politiques de contrôle entières depuis une distribution de probabilités, les classes selon celles générant le moins d'événements de détection et ajuste la distribution en faveur des meilleurs. Optimisation de politique proximale pour la stabilité, régularisation par entropie pour qu'il n'arrête jamais d'explorer, une mémoire de rejeu pour améliorer l'efficacité d'échantillonnage. Un apprentissage par renforcement moderne, tout à fait standard, appliqué au matériel supraconducteur. Maintenant, les résultats. Ils ont exécuté cela sur Willow, et ils l'ont fait de deux manières très différentes. D'abord, prenez un processeur qui a déjà été calibré au maximum. Pile logicielle complète, avec un réglage expert par des scientifiques, appliquant leur intuition physique au cas limite non automatisable. Ensuite, l'agent agit sur cette base. Il a trouvé une réduction supplémentaire de 20% du taux d'erreur logique, de façon constante, sur plusieurs essais indépendants, à la fois sur le code de surface et le code couleur. 20% de performance négligée pendant des décennies par la théorie du contrôle quantique et l'expertise humaine. Cela les a poussés à atteindre des chiffres records. Leur code de surface de distance 7 a atteint un taux d'erreur logique de 7,7 2 fois 10 puissance moins 4 par cycle, décodé avec alpha qubit 2. Cela représente moins d'une erreur logique pour 1000 cycles de correction. Le code couleur de distance 5 a atteint 8,19 fois 10, puissance moins 3 avec Tesseract, soit environ une erreur sur 100. C'est le meilleur résultat jamais obtenu sur une plateforme de qubits. Point final. Deuxième expérience, ils l'ont cassé exprès. Ils ont injecté une dérive artificielle directement dans les paramètres de contrôle. Des changements brusques, des ondes sinusoïdales lentes, des impulsions stroboscopiques sur les forces de couplage, CZ, les amplitudes et fréquences des impulsions XYR à différents endroits de la grille de qubits. Une politique de contrôle fixe voit ses taux d'erreur augmenter à mesure que ces paramètres deviennent obsolètes. L'agent suit la dérive et maintient le taux de détection sous son niveau initial. Quand ils ont imposé un changement brusque à l'amplitude d'une impulsion, la récupération a pris 130 époques d'apprentissage, donnant un chiffre précis sur la rapidité de réaction du système. Logiquement, cela s'est traduit par une réduction de 24% du taux d'erreur et une amélioration de la stabilité par un facteur de 2,4. Ensuite, ils sont allés plus loin et ont laissé l'agent ajuster aussi les paramètres du décodeur, et les résultats sont passés à une réduction de 31% et à une amélioration de la stabilité par un facteur de 3,5. Et ce n'est que la dérive injectée, face à la dérive naturelle que la puce subit spontanément. L'analyse de Fourier des essais a montré que la commande agit comme un filtre, supprimant environ 4 décibels des fluctuations à basse fréquence. Ils ont aussi mené un test de résistance, qui relevait presque de la démonstration. Ils ont rendu aléatoire la politique de contrôle et l'ont volontairement brouillée au point de détruire complètement l'observable logique, et l'agent a retrouvé un haut niveau de performance en repartant de zéro. Ce qui laisse entrevoir quelque chose de plus grand que le simple ajustement fin. Cela suggère que l'apprentissage, par renforcement, pourrait éventuellement remplacer des pans entiers de la pile de calibration, plutôt que de simplement en peaufiner la sortie. La même technique a déjà été utilisée dans leurs travaux sur la culture d'état magique, où elle a permis une amélioration d'un ordre de grandeur de l'erreur de culture et du taux de post-sélection. Reste la question centrale sur l'apprentissage automatique et le matériel quantique. Est-ce que ça passe à l'échelle ? Ils ont simulé un code de surface de distance 15, soit environ 40 000 paramètres de contrôle, 30 par porte. Et le résultat est positif. Le nombre d'époques d'entraînement dont l'agent a besoin est indépendant de la taille du système. Il ne croit pas doucement, il est indépendant. Les événements de détection étant locaux, ajouter des qubits crée plus de sous-problèmes, sans compliquer chacun d'eux. La convergence suit une loi exponentielle nette, et le taux dépend du nombre de paramètres que possède chaque porte, pas de la taille de la machine. Ils reconnaissent clairement cette réelle limitation. Apprendre implique d'explorer, ce qui peut mener à utiliser des politiques moins efficaces que votre meilleure politique actuelle. Dans ces expériences, cela est sans conséquence, car l'état quantique est reconstitué à chaque essai. Mais pendant un seul long algorithme, ce bruit d'exploration cause de vrais dégâts. Leurs simulations ont trouvé une fréquence de dérive critique d'environ une fois toutes les 150 époques, en dessous de laquelle le compromis joue en votre faveur et le pilotage en temps réel surpasse une politique fixe. Au-delà de cette fréquence, l'agent ne peut suivre. Les impacts de rayons cosmiques et de particules à haute énergie dépassent cette limite et doivent être gérés au niveau matériel. La suite est intéressante. L'agent utilise une politique gaussienne simple car le débit entre la puce et le contrôleur classique est trop lent pour entraîner quelque chose de plus sophistiqué. Accélérez cette boucle et vous pouvez y intégrer un réseau de neurones profonds
le conditionner sur ce que les détecteurs rapportent réellement, voire lui faire apprendre un modèle du système en même temps que la politique et commencer à révéler des corrélations que personne ne soupçonnait. Leur objectif final est un processeur calibré pour la correction d'erreurs, entièrement calibré par l'agent à partir de zéro, sans modèle physique, experts humains, ni graphe de calibration. À mon avis, cela ne demande rien de spécial pour les circuits supraconducteurs. Il suffit de signaux de détection d'erreurs et de boutons à tourner. Ion piégé, atome neutre, peu importe ce qui viendra ensuite, la même idée s'applique directement. On a toujours supposé que la voie vers la tolérance aux fautes était une question de matériel. Une meilleure fabrication, des matériaux plus purs, plus de qubits. Cela montre qu'une grande part de la tolérance aux pannes dépend du contrôle, domaine que l'apprentissage automatique maîtrise bien. L'article est en accès libre dans Nature pour plus de détails, le lien est ci-dessous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.